autrement. En route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bienvenue à vous pour cette 4e émission Parents autrement. Vous êtes avec Pauline, moi-même, et je suis accompagnée de Roxane une nouvelle fois. Bonjour Roxane. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Voilà, nous sommes toutes les deux doulas, donc des professionnels du bien-être pendant la maternité et puis pendant toutes les autres phases de la vie qui sont très importantes dans la vie des personnes. Je vous invite à aller écouter l'épisode sur le postpartum qu'on a fait il y a 2 semaines avec Roxane, où on a présenté le métier de doula et puis comment on peut soutenir une famille en postpartum, si ça vous intéresse d'aller creuser un peu plus. En tout cas, j'avais envie de vous souhaiter la bienvenue dans cette émission spéciale Noël. On avait posé un thème qui était le guide de survie pendant les fêtes et on s'est régalé à le préparer avec Roxane. Donc le thème du jour, ça fait aussi écho à une thématique personnelle que moi je traverse depuis maintenant 1 an environ, où j'ai commencé à vraiment ramener le prendre soin de soi, le self-care, le bien-être au cœur des préoccupations. L'année dernière, c'était un besoin qui était très présent et c'est comme ça que j'avais créé cet événement qui s'est appelé Maternelle et Femmes, qui était à destination de tous les professionnels ou toutes les autres personnes qui prennent soin des autres au quotidien et qui ont besoin de prendre soin de soi maintenant. Parce que prendre soin de soi, ça permet vraiment d'aller prendre soin de tous ses corps, prendre soin de son corps physique, prendre soin de son état émotionnel, prendre soin de sa pensée. Et finalement, quand je prends soin de moi, je prends aussi soin de ma pratique professionnelle et de qu'est-ce que je peux offrir aux autres. Donc c'est vraiment quelque chose qui est au cœur des préoccupations et j'avais très envie de vous proposer ça, d'avoir comme plein de petits tips et astuces pour survivre ou même juste vivre tout court ces fêtes avec beaucoup plus de douceur et d'amour. Alors on y va. Pour commencer, c'est vrai que sur Parents autrement, on parle de parentalité, donc on a pensé à tout ce qui concernait d'un point de vue alimentation et puis alcool. On trouvait que c'était intéressant de ramener un petit peu, de rappeler les recommandations pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes et puis aussi pour les enfants. Alors Roxane, je crois que tu as quelque chose à nous partager. Oui, alors la période des fêtes, c'est une période qui est souvent intense en repas de famille à partager. Et on va manger pas exactement pareil que dans le quotidien. On va souvent être invité chez des proches. On gère pas forcément toujours le menu. Et donc, c'est un moment où on peut d'autant plus faire attention à ce qu'il y a dans notre assiette, notamment quand on est enceinte. On s'est appuyé pour vous présenter, pour vous faire un petit peu le rappel de ce qui est conseillé ou plutôt déconseillé de manger quand on est enceinte, sur un post Instagram d'une consoeur à nous qui s'appelle Séverine, et son pseudo sur les réseaux sociaux c'est FamilyLicence73. Et elle nous a fait un petit post rappel que puis-je manger pendant les fêtes en étant enceinte. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est que tout ce qui est d'origine animale qui est cru est déconseillé quand on est enceinte. Donc on parle des poissons crus, on parle des viandes crues ou peu cuites, et on parle aussi du lait cru, notamment dans les fromages par exemple. Oui, puis alors en plus en Savoie, les raclettes, les tartiflettes et tout ça pendant les fêtes de fin d'année, ça doit peut-être y aller. Donc voilà. C'est toujours bon de savoir que quand on est enceinte, le lait cru c'est plutôt pas conseillé du tout. Exactement. Et il y a des super alternatives d'ailleurs qui sont, alors c'est pas aussi savoureux, je vous l'accorde, que le vrai fromage à raclette, mais en supermarché on trouve des fromages pasteurisés. Donc on peut se faire une raclette enceinte avec du fromage pasteurisé. Tout à fait. Et d'ailleurs même chez les fromagers, maintenant on peut trouver aussi des bons fromages au lait pasteurisé, que ce soit du lait de vache, du lait de chèvre. Alors c'est toujours précisé sur les étiquettes, même chez le fromager. Le saumon, la truite, etc., quand c'est cru ou fumé, on évite. Par contre, quand c'est cuit, c'est ok.
Le caviar, les œufs de truite, les œufs de limpe, le tarama, ce sont des produits crus, donc on évite. Et c'est des produits qu'on retrouve souvent sur les tables de fête. Mais il y a d'autres manières de faire des petits toasts que de mettre des œufs de limpe. On peut proposer tout un tas de tartinades à base de légumes. Ensuite, les crevettes et les langoustines qui vont être cuites, c'est parfaitement ok. Par contre, on fait attention aux huîtres. Les escargots, c'est pareil, c'est ok quand ils sont en conserve, stérilisés ou pasteurisés. Par contre, s'ils sont préparés maison, alors là, on fait très attention. Voilà, est-ce que j'ai fait le tour ? On a parlé du fromage et au niveau des desserts, voilà, là il y a beaucoup de choses qui peuvent être parfois faites au lait cru, notamment les desserts faits maison, mais même chez les pâtissiers, il faut toujours demander est-ce qu'il y a des œufs crus dans les préparations. Et là encore, il y a des alternatives à la place d'une mousse au chocolat ou d'un tiramisu, on va préférer une bûche glacée, une tarte ou autre gâteau. Ou vous pouvez aussi faire une superbe mousse au chocolat à base du jus de pois chiche. Ça marche super bien et c'est une super alternative à aller explorer et de s'offrir parce que bon, les mousses au chocolat, moi j'adore ça. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, il y a plein de recettes sur internet de cette version de la mousse au chocolat. C'est ça. Donc ensuite, je rebondis sur ce que tu disais, Roxane, par rapport à tout ce qui est ces produits crus, le lait cru. Il faut savoir que ça s'applique pas que aux femmes enceintes, ça s'applique aussi aux enfants pour les moins de 5 ans. Et oui, la recommandation, c'est d'attendre 5 ans avant d'introduire tous les produits à base de lait cru ou les produits tout simplement crus que Roxane a cités précédemment. Ce qu'on craint vraiment à ces âges-là, en fait, c'est juste que dans ces produits-là, si la préparation n'a pas été rigoureuse, qu'il y a eu un problème, par exemple, si on parle du fromage ou lait cru, un problème pendant la traite ou la préparation de ce fromage-là, ce qu'on risque, en fait, c'est juste ces bactéries qui sont pathogènes et qui vont être présentes dans le produit, et c'est comment l'enfant va pouvoir être traité. Donc c'est ça qui va être important, c'est d'attendre un âge où le traitement sera un peu moins, sera possible tout simplement, et voire même en fait il recommande si on peut attendre 10 ans, ce serait juste. Donc ensuite, c'est quelque chose que j'ai pas précisé avant d'entamer cette émission, mais là nous on va vous partager un petit peu des informations. Parce que déjà le métier de doula à la base c'est quand même d'informer, mais je voudrais ajouter quelque chose en plus, c'est l'invitation à se responsabiliser. Voilà, le but c'est pas de vous faire peur ou de vous dire faites pas ci, faites pas ça, c'est juste de rappeler peut-être des informations, et ensuite une fois que vous avez l'information, vous la prenez et vous êtes responsable de ce que vous en faites. Vous pouvez très bien décider de ne pas l'écouter, et il y a personne qui va venir débarquer chez vous pour vous dire oh là là, attention. C'est chacun va prendre sa responsabilité et faire ses choix en conscience. C'est ça qui est important, c'est de faire son choix en conscience tout en ayant cette conscience-là de la danger d'un produit par exemple. Et ça fait un très beau parallèle du coup avec la consommation d'alcool. Alors enceinte par contre là c'est catégorie de c'est niet, hein. C'est 0. Le placenta ne filtre aucune particule d'alcool, donc tout passe dans le sang. Et la préoccupation de l'alcool quand on est femme allaitante, c'est que le lait maternel est fait à partir du sang. L'alcool passant dans le sang, on peut penser donc du coup que l'alcool va passer aussi dans le lait maternel. Et donc là, on a pas mal de ressources, hein, alors pensez à les noter si ça vous intéresse. Cette fois-ci, c'est le compte Instagram de Carole, question d'allaitement, qui est une formidable consultante en allaitement qui a cette certification d'ailleurs IBCLC, qui justifie en fait qu'elle est vraiment spécialiste de tout ce qui est la pathologie et l'accompagnement de l'allaitement. Et c'est vraiment pour moi, les consultantes avec cette certification IBCLC sont la référence en question d'allaitement. Et donc, elle a fait un post très intéressant pour rappeler, est-ce qu'on peut boire pendant qu'on allaite, est-ce qu'on peut boire de l'alcool? Donc là, on va citer le Dr Jack Newman, qui est un médecin canadien et qui est très cité dans les forums de la Leche League, par exemple, et qui rappelle que la teneur en alcool du lait maternel immédiatement après sa consommation est équivalente à une boisson de 0,0274 degrés. Ça veut dire quoi? Ça revient donc à mélanger, par exemple, 30 millilitres de vodka à 80 degrés, donc un shot, avec 70 litres de mélangeur.
Donc la dilution, elle est énorme. Donc en un mot, oui, l'alcool va passer dans le lait maternel, mais en version très très diluée. Si bien que 2 heures après avoir bu un verre d'alcool, l'alcool il a disparu de l'échantillon. Donc ça veut dire que les conclusions du pédiatre, c'est que même si le nourrisson a un poids qui est faible, il est peu probable que n'importe lequel pourcentage d'alcool dans le lait maternel ait un effet négatif sur lui. C'est évidemment encore plus le cas si vous attendez 2 heures après avoir bu pour allaiter. Donc, vous pouvez vous amuser avec modération. Rappelons-le que l'alcool est quand même dangereux pour la santé. Mais voilà, si on vous propose une petite coupette, eh bien, maintenant, c'est à vous de faire le choix. Vous avez cette information. Et après, tout est juste, en fait. Si vous décidez que l'alcool, c'est 0 pour vous, c'est 0 pour vous. Et il n'y a pas à aller chercher à se justifier. C'est aussi ça, la responsabilité de faire ses choix, c'est aussi s'aligner avec soi-même. Comme il y en a pour qui, voilà, ça va être trop dangereux. Et c'est ok. Et puis il y en a qui, du coup, vont peut-être s'autoriser 1 ou 2 verres. Et vous avez compris que maintenant, un verre, c'est comme ok. Et d'ailleurs, c'est un bon moment pour faire le petit rappel de si vous avez des femmes allaitantes autour de vous, de les laisser faire comme bon leur semble, d'être bienveillant avec elles, de ne pas aller leur insister en leur disant allez, tu peux bien boire une petite coupe de champagne, ça va te faire du bien, si elle n'en a pas envie, si ça c'est pas ok avec elle, ou au contraire, si elle boit une coupe de champagne, ne pas forcément venir lui faire la réflexion en lui disant oh là là, quand même, t'exagères. Oui. C'est absolument vrai parce que il y a l'information et puis après il y a qu'est-ce que ça représente simplement pour elle de boire de l'alcool, même si une personne va avoir cette information que finalement c'est à l'état de trace et qu'il n'y a aucun effet négatif pour l'enfant si elle s'est juste autorisée une petite coupette de champagne. Eh bien il y a aussi, ça ne dépend pas que de ça, ça dépend aussi de comment c'est pour elle de boire cette flûte de champagne en allaitant son enfant ou voilà, ça peut peut-être aussi lui poser un problème éthique tout simplement, et j'ai pas envie d'associer ça pour l'instant, je suis pas prête, il est trop jeune, trop petit, même si vous me dites que je ne risque rien, j'ai pas envie de faire ce choix. Donc voilà, respectez aussi les choix de chacun sans forcément insister. Vous pouvez toujours proposer, est-ce que tu souhaiterais avoir une information à ce sujet si vous la connaissez, mais accepter que la personne puisse dire oui ou non. C'est les bases du consentement, n'est-ce pas, Roxane? Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est tout ce qui concerne l'allaitement, il y a beaucoup d'idées reçues aussi, donc pas oublier de se remettre en question et de se dire qu'on n'a pas forcément toutes les informations nous-mêmes avant d'aller donner son avis à quelqu'un d'autre. Je crois qu'il y a quelque chose qui marche très bien si vous êtes dans la situation où il y a une femme allaitante dans ce repas de fête et puis que vous avez envie de lui proposer une coupe d'alcool, vous nous avez écouté, vous savez qu'elle craint rien et que c'est ok. Et puis qu'elle vous dise vous pouvez tout simplement lui poser la question comment c'est pour toi si je te proposais de te servir une flûte de champagne. Et puis de voir qu'est-ce qu'elle en pense, elle, comment c'est dans son esprit, qu'est-ce qu'elle se raconte. Là, vous lui offrez un sacré espace de dialogue, et puis où elle peut vous partager vraiment ce qu'elle ressent. Et puis vous saurez si c'est le moment ou pas le moment de l'informer. Peut-être qu'elle connaît déjà les informations, peut-être qu'elle les connaît pas, et peut-être qu'elle en a pas envie. Voilà, tout simplement. Voilà. Et puis il y a aussi des petites astuces, des petites choses à mettre en place. Si on n'est pas à l'aise, on peut aussi tirer son lait avant le dîner et pendant le dîner donner du lait qui a été tiré au préalable. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça à mettre en place si ça nous permet d'être plus à l'aise et en phase avec nos envies du moment. C'est ça. Du coup, ça nous permet aussi maintenant d'introduire et de parler du groupe Allaitement Savoie. Dont Roxane et moi faisons partie. Il y aura une émission en 2024 où il y aura une intervenante du groupe Allaitement Savoie qui viendra vraiment parler en plus en détail de l'historique du groupe et puis de toutes ces actions locales. Mais en tout cas, voilà, c'est bon de savoir que ici en Savoie, on a un énorme réseau autour de l'allaitement qui intervient du coup depuis maintenant 30 ans, si je dis pas de bêtises, je crois bien. Ça doit être début des années 90, ouais. Voilà, où c'était un regroupement de mères, un échange de mère à mère pour partager autour de l'allaitement et de tout ce que ça vient révéler et jouer en chacune.
Aujourd'hui, donc il y a des rencontres qui sont organisées tous les mois dans des lieux comme la maternité de Chambéry. Il y a, alors je ferai pas toutes les cités, je sais pas si il y a différentes salles. Alors à Chambéry, je sais qu'il y a la Violette. Il y a la Violette, oui. Et ensuite Chindrieux. Il y a Chindrieux. Il y en a aussi vers l'avant-pays savoyard de temps en temps aussi, Novalaise. Et peut-être qu'en 2024, on va réussir à réinstaurer ici à Aix-les-Bains ou Grésy, voilà une rencontre aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est un beau réseau avec des bénévoles, des animatrices qui se forment aussi pour toujours transmettre le message le plus juste et le plus actuel. Oui, et donc à préciser que le groupe Allaitement, c'est une association où on peut adhérer, mais on peut aussi participer aux réunions, assister aux réunions de manière gratuite. On n'est pas obligé d'adhérer. Oui, c'est vrai. Ça, c'est aussi important de savoir que cet accès, il est gratuit si vous êtes femme enceinte, mère allaitante, et peu importe l'âge ou même si vous allaitez plus et que vous avez quelque chose à venir déposer en fait dans une des réunions pour parler de là ce qui se passe pour vous en ce moment, je pense que vous êtes la bienvenue dans ces réunions-là. Et c'est un bon moment aussi pour sociabiliser, pour passer du temps avec d'autres mères, d'autres futures mères. Souvent les femmes viennent avec leur bébé. C'est vraiment un bon moment d'échange. C'est pas un cours magistral où les animatrices vont uniquement donner de l'info. Chacun peut poser ses questions, donner des tips. Des fois on voit des jolies choses entre mères qui viennent à participer à la réunion, qui se partagent elles-mêmes des astuces et qui créent des liens, quoi. Ouais. Et puis on y parle vraiment pas non plus que et strictement que d'allaitement. On y parle aussi de notre vécu pendant la grossesse, pendant l'accouchement, pendant le postpartum. On y parle de parentalité, on y parle de sommeil, de diversification alimentaire. C'est vraiment un espace pour adresser toutes ces questions et ces préoccupations autour de notre parentalité et de qu'est-ce qui se passe pour nous en ce moment. Voilà, c'est un moment où on va être écouté, dans la bienveillance, où il n'y aura pas de jugement, et en plus où on peut trouver de l'info, des réponses à ces questions et de l'info. La réunion qui est à destination des futures mamans, c'est un bon endroit pour venir quand on a un projet d'allaitement, mais même si entre guillemets, on n'y connaît rien, c'est une bonne introduction. Et puis, si on est déjà informé et qu'on fait encore plus d'infos, si on veut poser ces questions, voilà. Et puis alors, si vous nous écoutez mais que vous n'êtes pas en Savoie et que ça vous a fait envie, je vous invite à simplement faire une recherche sur Internet pour regarder des groupes de soutien à l'allaitement. Il y a d'autres associations comme l'Or Blanc, comme l'Allaitement Tout un Art, la Leche League. Et puis des fois, il y a des sages-femmes aussi qui proposent des rencontres et des réunions comme ça d'informations autour de l'allaitement, de la parentalité aussi. Je crois que c'est important de s'autoriser à aller chercher du soutien et d'aller participer à ces groupes de parole, que ça aille bien ou que ça n'aille pas bien d'ailleurs. Et ensuite, je voulais aussi vous adresser, tant qu'on est dans les contacts, un dernier numéro qui est intéressant, puisqu'on va en parler ensuite de tout ce qui est le surmenage. C'est la suite un petit peu de l'émission, surmenage parental. C'est le numéro d'appel SOS Parentalité Créative. C'est un numéro qui est hyper intéressant. On l'appelle et pendant 15 minutes, on peut déposer ce qui va pas. Voilà. Donc il y a un planning. Je vais vous les retrouver après la coupure musicale qui arrive dans un instant. Mais en tout cas, voilà, vous appelez, vous avez 15 minutes pour vraiment déposer ce qui vous encombre, ce qui fait que là en ce moment vous vous sentez peut-être dépassé ou à bout ou vidé ou plein de questionnements. Et vous avez un professionnel au bout du fil qui est là pour juste tenir cet espace, vous écouter, vous donner quelques pistes peut-être pour que vous puissiez repartir en ayant eu la possibilité de décharger et puis de changer d'énergie. Et je trouve que c'est un chouette numéro qui est bon de connaître. Voilà. Et on va se faire cette petite pause musicale et puis on se retrouve juste après pour aller plus loin sur le sujet de comment vivre pendant les fêtes de fin d'année. Vous êtes sur Radio Grand Lac 92.1 FM. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale.
Parents autrement. En route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Radio Grand Lac. Je suis Pauline et je suis avec Roxane. On est en train de parler de notre émission spéciale Noël avec un guide de survie, enfin plutôt de vivre bien les fêtes de fin d'année. On a évoqué tout ce qui était un petit peu les recommandations quand même importantes au sujet de l'alimentation et de l'alcool quand on est enceinte, allaitante ou même chez les enfants avant 5 ans. Et on était en train de parler d'allaitement. On a cité le groupe Allaitement Savoie. Et donc du coup je vous ai retrouvé le numéro de la hotline de la SOS Parentalité Créative. Donc à vos stylos, c'est le 09 86 87 32 62. Ils sont ouverts de 14h à 17h pour accueillir tous vos débordements émotionnels qui pourraient se présenter à ce moment-là. Et donc on a parlé d'allaitement, on a présenté le groupe Allaitement Savoie parce que une des complications de l'allaitement qui peut se présenter surtout pendant les fêtes de fin d'année, c'est la fameuse lymphangite. Qu'est-ce que la lymphangite ? On y va. Alors la lymphangite, donc c'est une des complications de l'allaitement. Si on rentre un tout petit peu dans le détail, c'est une inflammation des vaisseaux lymphatiques. Et donc quand on parle d'allaitement, on parle plus souvent de mastite. Alors pourquoi on vous en parle maintenant ? Parce que une des causes de la mastite, ça va être la fatigue et le surmenage. Et c'est vrai que pendant les fêtes de fin d'année, c'est une période qui est très intense, où on va être parfois soumis à une charge mentale importante, où il y a plein de choses à gérer, les menus, le planning des vacances scolaires, quand est-ce qu'on va chez papy, mamie, etc. Gérer les cadeaux. Faire les valises, défaire les valises. Tout à fait. Faire le trajet en voiture. Exactement. S'assurer que les enfants vont bien être occupés pendant toutes ces vacances scolaires et qu'ils vont passer un bon moment. Et en plus, il y a cette pression, nous aussi, de passer un bon moment, de faire passer un bon moment à nos proches. Et donc, tout ça, ça peut amener, si on ne fait pas attention, ou surtout si on n'a pas tous les moyens de s'écouter, ça peut amener à de la fatigue, à du surmenage et donc à une mastite, une des complications de l'allaitement. Alors qu'est-ce que c'est la mastite ? Les symptômes qu'on va connaître, ça peut être des douleurs à un sein ou aux deux seins, des rougeurs et ou un état grippal. Donc ça peut être des douleurs importantes et aussi de la fièvre, des courbatures, une fatigue intense. Donc c'est vraiment pas ce qu'on a envie de ressentir à cette période de l'année. Et ça, ce qui est important à savoir aussi, c'est que ça peut survenir à tout stade de l'allaitement. En général, le plus souvent, ça va être au début, lors des premiers mois d'allaitement, mais ça peut survenir même après 1 an d'allaitement. Oui, moi, ma fille a 20 mois. Le médecin m'a dit elle a 20 mois et j'ai fait une lymphangite il y a 2 semaines, exactement. Voilà, donc c'était, j'imagine, pas très agréable comme moment et il y a des choses à faire une fois que ça nous arrive. Donc pour prévenir la lymphangite, mettre en place tout un tas de choses dans sa vie quotidienne pour être moins fatigué, pour être moins surmené. Donc dans la mesure du possible, s'écouter, faire attention à soi, prendre soin de soi. Et une fois que la mastite, la lymphangite est là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors déjà, une des premières choses à savoir, c'est qu'il faut drainer le lait, c'est-à-dire mettre son enfant au sein souvent, et donc on continue l'allaitement plus. On pourrait se dire ah oui, j'ai mal au sein, j'ai des douleurs, j'arrête d'allaiter, alors que non, c'est tout l'inverse. Il faut drainer carrément, drainer plus. Voilà, ça va être une des choses importantes. Et la deuxième chose primordiale, on s'en doute, c'est le repos. Se reposer, exactement. Là, c'est vrai que si vous avez la possibilité d'avoir votre enfant à proximité, n'hésitez pas à lui proposer à téter. Ça fera toujours du bien. Pendant la tétée, c'est venir de la zone douloureuse, ça venir faire un peu ces mouvements de pattes de chat pour aider à évacuer et avoir un geste qui va de l'extérieur en direction du mamelon, dans cette direction-là. Et ensuite, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir votre enfant parce qu'il est parti en vadrouille à droite à gauche, etc., vous pouvez utiliser un tire-lait manuel, par exemple, ou exprimer votre lait manuellement si vous savez le faire. Et on va juste venir très fréquemment, ça va être je sais pas, peut-être toutes les demi-heures ou toutes les heures, ça dépend vraiment de vous, venir juste stimuler et faire juste une éjection de lait. Voilà, on va pas chercher à stimuler, c'est peut-être pas le bon terme, on va juste drainer. Et donc on va
on va venir pomper jusqu'à ce qu'il y ait au moins un réflexe d'éjection et on voit que le lait sort et ensuite on s'arrête. On n'est pas dans le cadre où on essaye de faire remonter sa lactation. Là, on essaie juste de vraiment faire couler le lait pour qu'il arrête de staser. Il y a vraiment une stase de lait qui crée cette douleur et puis ça peut aller des fois vers cette rougeur, cette zone un peu inflammée qui est là. Donc ça c'est une première chose et le repos, bien sûr le repos. Là, c'est le moment d'aller dans son lit, dans son canapé, avec un bon livre, une série ou un podcast à écouter et de déléguer un maximum de choses parce que de toute façon, il y a comme un état grippal. On ne peut rien faire d'autre. Hein. On est, voilà. Au début, on se dit, mince, j'ai attrapé la grippe ou le Covid. Et après, ce qui va faire vraiment le distinguo, c'est, ah non, j'ai mal au sein. Là, c'est que c'est une lymphangite, début de mastite. Important à savoir, c'est à surveiller. La mastite, si elle passe pas dans les 24 à 48 heures, il faut aller consulter parce que il faut voir comment elle évolue et aller voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Donc le mieux c'est d'appliquer ces conseils-là, de voir comment ça se passe et si ça ne passe pas, de prendre rendez-vous chez le médecin ou vous pouvez même aussi appeler le groupe Allaitement Savoie. Ils ont un numéro d'une hotline. Si vous habitez en Savoie, ils pourront déjà vous aider à identifier si c'est bien une lymphangite ou une mastite et puis vous offrir aussi un espace pour déposer ce qui va pas, puisque du coup c'est vraiment une manifestation d'un trop de quelque chose. Et je sais que souvent c'est pas facile de pouvoir passer le relais, de s'organiser. Et là c'est comme le corps qui vous rappelle que si en fait il va falloir le faire et que finalement ça permet aussi d'apprendre que les autres aussi peuvent faire les choses et que quand il n'y a pas le choix finalement ils arrivent à le faire bien et que c'est parfait comme c'est et que vous avez fait de votre mieux et que tout le monde a fait de son mieux. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fréquent, mais donc c'est pas grave en soi. Par contre, Pauline le disait, il faut bien faire attention aux complications éventuelles. Si ça passe pas dans les 24-48 heures, on va consulter un professionnel de santé qui est aussi formé en allaitement maternel de préférence, si on en a un autour de soi, parce que ensuite ça peut dégénérer en abcès et là c'est vraiment plus rigolo du tout. Non, c'est ça. Mais normalement, si vous appliquez simplement, en prévention, éviter le surmenage. Donc, essayez de voir comment vous pouvez déléguer, comment vous pouvez juste prendre soin de vous. Et ça tombe bien, si vous savez pas prendre soin de vous, moi, j'ai démarré une infolettre où, comme je vous ai dit que ce thème de prendre soin de soi était vraiment au cœur de mes préoccupations, j'ai décidé que pendant les fêtes de fin d'année, j'allais envoyer des tips, des astuces pour vous aider à prendre soin de vous. Donc, si vous avez envie de vous inscrire à cette infolette et de recevoir, alors pas de trop, moi je suis pas partisane de venir inonder votre boîte mail d'informations, mais d'avoir quelques courriers qui vont pouvoir accompagner ce retour à soi pendant les fêtes de fin d'année. Eh bien, il suffit juste d'aller sur mon site internet www.larivieradula.fr et de vous y inscrire. Ça donne envie. Oui, c'est vrai que là, j'ai partagé ce que j'avais préparé, puisque du coup, avec Roxane, on a toutes les deux beaucoup, on le disait encore il y a 2 semaines, on a beaucoup de sujets en commun. Un des sujets en commun, c'est l'aquarelle. Toutes les deux, on fait des très belles aquarelles. Et là, j'en ai fait une pour préparer le support qui va vous accompagner pendant les fêtes. Je l'ai partagé récemment là sur les réseaux. Et d'ailleurs, l'aquarelle, ça fait partie, c'est un petit exemple qu'on peut donner de temps qu'on peut prendre pour soi, tout ce qui est créatif, tout ce qui est dans la lenteur, où on va être vraiment focus, vraiment concentré sur ce qu'on est en train de faire. Les couleurs, en plus jouer avec l'aquarelle en particulier, on parle de l'aquarelle, mais il y a tout un tas d'autres loisirs créatifs qu'on peut utiliser. Mais c'est vrai que l'aquarelle, jouer avec l'eau, les couleurs et voir comment le mélange se crée sur la page. Enfin, voilà, c'est un petit exemple de choses à faire pour prendre son temps pendant les fêtes, pour se recentrer et pour prendre le temps de se faire plaisir, de se faire du bien. Un peu en contraste du quotidien qui peut être un peu effréné. Exactement. Donc, comme on parle de cet état de surmenage, vous avez la possibilité peut-être d'être en famille avec un peu plus de ressources humaines disponibles autour de vous. Et c'est comment vous allez être en capacité de dire, là, moi, je prends conscience que
j'ai besoin de relais, j'ai besoin de couper et de m'offrir cette pause. J'ai très envie d'aller lire 10 pages de mon livre ou d'aller écouter 15 minutes d'un podcast ou voilà, quelque chose, mais vraiment un temps juste pour vous. Et ça peut être très court, hein, juste 15 minutes, ça suffit. Et c'est comment vous arrivez à le verbaliser, en fait, à votre entourage, en disant, est-ce que t'es OK là de gérer les enfants? J'ai vraiment besoin de 15 minutes pour moi. Je pense que la réponse est oui. De base, voilà, quand on est la plupart du temps dans un environnement rempli d'amour et de bienveillance, la réponse elle est oui. Et si la réponse elle est non, ne vous arrêtez pas à ça. Le non, et ça c'est, je le dis dans mes accompagnements business et entrepreneurial, le non ça veut dire no next opportunity, nouvelle opportunité. Si quelqu'un vous a dit non, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place d'autre pour quand même nourrir ce besoin-là? C'est une invitation à aller creuser ailleurs et d'aller chercher une autre ressource. Mais donc en étant en famille, ce qu'on a aussi observé, et ça se joue énormément pendant les fêtes de fin d'année. Pourquoi? Parce que il y a Noël, c'est chargé en souvenirs. Je pense que dans toutes les vacances scolaires, c'est peut-être ces vacances-là dont on se souvient le plus, parce qu'il y a toujours plein de spectacles. Moi, quand je dis spectacle, c'est ce sapin de Noël, ces cadeaux qui arrivent par magie, c'est peut-être des chorales, des chants de Noël, des repas copieux, on revoit la famille, les cousins, et puis il y a peut-être des disputes, et voilà, il y a toujours quelque chose qui vient marquer ces fêtes de Noël, ces fêtes de fin d'année. Et donc, un sujet qui se passe, c'est qu'on se retrouve un petit peu à notre place d'enfant, si on se retrouve dans sa famille à soi. Ça, revenir à sa place d'enfant, ça veut dire quoi? C'est un peu comme reprendre les vieilles habitudes. Même si on a grandi, qu'on est un adulte maintenant cérébralement terminé de plus de 25 ans, puisqu'on a dit que la dernière fois que la maturité cérébrale, elle était acquise à 25 ans. On s'est trouvé, on est bien dans notre peau, on sait qui on est, et là d'un coup on se retrouve dans notre famille, et puis les vieilles habitudes reviennent, et je ne peux m'empêcher par exemple de prendre la responsabilité de la tristesse de ma maman, ou de me diminuer tout d'un coup parce que mon père a juste dit qu'il était en colère. Et on peut s'observer comme ça et se dire, mais tiens, je change de comportement, mais pourquoi je fais ça, pourquoi je suis comme ça, alors que j'ai plein d'outils maintenant où j'aurais réagi autrement en tant qu'adulte. Pourquoi maintenant je me retrouve un peu comme, comme si j'étais à nouveau l'enfant de mes parents. C'est curieux comme réaction. Et en fait, c'est totalement normal. C'est notamment une personne, donc là, reprenez votre petit crayon, c'est le conte Au cœur du vivant, Issa Padovani, qui partage ça et qui offre d'ailleurs quelque chose de très intéressant. Demain, à 20h, il propose d'aller explorer un petit peu ce qui se passe pour soi à ce moment-là. Mais c'est donc ça, ce retour à sa place d'enfant, et on reprend les comportements qu'on avait enfant et les espèces d'engagement, de loyauté qu'on a qu'on a conclu quand on était enfant et qui sont peut-être plus justes aujourd'hui. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut choisir. Quand on a identifié ça, qu'on s'est observé et qu'il y a eu cette prise de conscience, on peut choisir de quitter et de divorcer de ces engagements qui n'ont plus de sens pour aujourd'hui, et puis peut-être d'offrir autre chose. C'est-à-dire autre chose, ce serait de ne pas se sentir responsable si un de ses parents se sent soudain triste pour X ou Y raison, et puis d'appliquer finalement ce qu'on fait à son enfant, de lui offrir un espace où il puisse nommer ce qu'il ressent et juste être présent à l'autre. Ou si la personne est en colère, de juste lui dire, je vois que t'es en colère, est-ce que tu veux me dire qu'est-ce qu'il y a pour toi, et d'être juste présent à l'autre tout simplement, sans se sentir responsable de quoi que ce soit. Et puis ça peut être pour soi-même, mais ça peut être l'observation de l'autre, n'est-ce pas Roxane? Oui, c'est sûr que observer son conjoint, peut-être que si on est dans la belle famille, et observer son conjoint réagir différemment d'habitude, on le voit pas forcément avoir les réactions qu'on attendait, justement, si quelqu'un vient nous poser une question, vient nous parler, et on le voit retrouver sa place d'enfant, ça peut être très perturbant. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve que c'est des réflexions très intéressantes. J'avais jamais pris conscience de ça avant que tu m'en parles, Pauline, avant que tu me fasses lire ce post. Je trouve ça très important d'en prendre conscience, justement, pour pas rester là-dedans, parce que ça peut être très désagréable, et que ce soit si ça nous arrive à nous-mêmes ou si ça arrive à notre conjoint.
Oui, exactement. Et qu'est-ce qu'on peut faire si on constate que ça arrive à notre conjoint? C'est encore toujours la même démarche. C'est lui proposer un espace d'écoute, de verbaliser ce qu'il ressent et de pouvoir après lui offrir des ressources. Et alors en fin d'émission, on va justement partager un super outil pour aller vraiment accompagner l'émotion et les ressources qu'on peut avoir, parce que ça s'applique autant aux adultes qu'aux enfants. Mais je vous propose de faire notre dernière pause musicale et on finira sur ça, sur tout ce que ça vient jouer d'être dans nos familles, dans les belles familles, et avec les conseils non sollicités, l'heure du bilan, et puis on terminera sur notre fameux kit émotion de Noël, où on vous présentera cette superbe astuce. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bienvenue pour cette dernière partie, à vous qui nous rejoignez sur Radio Grand Lac. Je suis Pauline et je suis accompagnée de Roxane. On est en train de passer en revue tout ce qui nous est venu pour vous comme astuces et tips qui peuvent vous accompagner pendant les fêtes et rendre ça un peu plus facile et fluide et agréable finalement, parce que c'est tout ce qu'on souhaite pour des fêtes de fin d'année. C'est ça, cette période qui est à la fois très attendue et à la fois redoutée par certains. Exactement. Allez, là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet de la parentalité et de tous les conseils non sollicités qu'on peut prendre très mal quand ils arrivent. Il faut savoir que, c'est normal déjà que les personnes aient envie de s'exprimer et de dire des choses que nous on peut interpréter, ou qui viennent nous toucher. On n'a pas tous grandi avec la communication non violente, le consentement, le respect, la bienveillance, tout ça, c'est des très beaux outils de communication qui s'appliquent déjà à soi-même, mais c'est vrai que c'est un chemin. Et donc, déjà d'avoir ce regard-là et de se dire, ok, l'autre ne me veut pas forcément du mal, il est pas méchant, il a peut-être juste envie de parler d'un sujet qui l'interroge avec moi et sans pour autant m'accuser ou me juger. C'est déjà... Très souvent, les conseils non sollicités, ça part d'une bonne intention. Voilà. Et je trouve que c'est d'autant plus vrai quand, pendant les fêtes de fin d'année, on voit des membres de sa famille ou des proches qu'on ne voit que très rarement, certains qu'on voit même que à Noël en fait. Donc chaque année, c'est un peu le moment où ils vont découvrir ce qui nous est arrivé depuis 12 mois. Et il peut se passer beaucoup de choses, les enfants ont grandi, ou alors entre-temps on a eu des enfants. Et donc ça peut amener à beaucoup de conseils, de réflexion, d'étonnement. C'est ça. Et c'est vrai que dans la boîte à questions que j'avais mise sur mon compte Instagram, ce qui était ressorti, c'était vraiment ça, c'était assumer finalement ces choix éducatifs et parentaux dans les familles, la belle famille, où finalement on se rend compte qu'il y a une diversité de choix éducatifs. Donc déjà de base, faut savoir que chacun fait ses propres choix et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise éducation. Il y a que des expériences en fait, et que chaque parent fait de son mieux tout le temps, peu importe. Tous les parents de toute la terre, du monde entier, font de leur mieux tout le temps. Ça pour moi c'est une phrase que je me répète souvent et que je répète aussi aux personnes que je croise, parce que ça apporte beaucoup plus de douceur et de bienveillance. Et il y a pas, pour moi c'est difficile de prôner un seul type de choix éducatif. Malgré tout ce qu'on sait aujourd'hui, même s'il y a des modes d'éducation qui sont peut-être plus favorables pour le bien-être de l'enfant, son développement, etc., tous les parents ne sont pas capables d'offrir ça à leurs enfants et ils font de leur mieux. Chacun a son vécu, son histoire. Exactement. Mais en tout cas, c'est vrai que les choix de vie, les choix d'allaiter, pas allaiter, de dormir avec son enfant, le cododo, pas cododo, porter son enfant, ou simplement constater ses émotions qui pendant Noël vont être peut-être plus parce que on retrouve la famille, il y a beaucoup d'excitation, il y a des décos lumineuses qui clignotent partout, donc sensoriellement pour un petit, c'est Noël, c'est
c'est plus que Disneyland, c'est waouh quoi. C'est extrêmement riche et intense sensoriellement. Et la neige quand il y en a, voilà, c'est les cadeaux, les jouets qui vont être en quantité énorme. Ce sont toutes ces choses-là qui vont mettre les enfants dans un autre cadre et qui peut du coup être considéré comme hors cadre. Et c'est comment là, en tant que parent, on est challengé de comment je m'en sors pour maintenir quand même le navire à flot et que ça reste plus ou moins acceptable et tolérable. En tout cas, donc ça, on en reviendra après. Faut pas que je m'éparpille de trop. Mais pour tous ces conseils non sollicités, une bonne chose à faire, c'est avant de vouloir tout de suite se jeter sur je vais lui répondre et je vais essayer de le convaincre, parce que alors personne n'aime être convaincu. C'est de proposer à l'autre de s'exprimer, celui qui a posé la question, de lui demander qu'est-ce que t'en penses toi ? Qu'est-ce que t'as à dire sur ce sujet ? Comment il te parle ? Par exemple, je sais pas, moi, c'est dis donc, tu l'allaites encore, ton enfant, il a 18 mois, mais il a des dents. Qu'est-ce qu'il va peut-être falloir penser à faire autre chose, je sais pas, moi. Alors là, moi, en tant que maman, je pourrais tout de suite bondir pour protéger. Alors là, ça vient forcément toucher moi, quelque chose, l'instinct de protection de notre histoire lactée. Mais là, je suis dans la surréaction. Là, c'est peut-être je vais plutôt proposer à celui qui me questionne, qu'est-ce que t'en sais, toi? Qu'est-ce que tu sais sur, par exemple, l'allaitement d'un grand enfant de plus d'1 an? Comment t'as informé? Qu'est-ce que t'as qu'est-ce que t'as à dire sur ce sujet-là? Et de le laisser parler. Et puis de voir qu'est-ce qui sort. Et puis après de lui dire, est-ce que tu serais intéressé pour avoir d'autres informations? Et puis là, il va vous dire, oui, ça m'intéresse, je suis assez intriguée par ce que je vois en fait, tout simplement. Et puis là, vous allez peut-être pouvoir lui placer que, par exemple, les fameuses dents n'empêchent en rien l'allaitement, et puis que les dents des enfants s'appellent des dents de lait. Dents de lait, pourquoi ? Parce que c'est lié au lait maternel et que les dents des enfants tombent quand ils ont fait le plein de lait maternel et qu'ils sont prêts à passer à autre chose, et que c'est une nouvelle dentition qui arrive pour pouvoir s'adapter à autre chose. Et donc ça veut bien dire que les dents de lait, elles tombent jusqu'à 7 ans à peu près, je crois. Donc ça veut bien dire qu'on peut allaiter nos enfants jusqu'à 7 ans. Et puis comment c'est pour lui cette information ? Et là, il est libre de faire son chemin comme il veut. Et vous voyez, vous avez pu parler de ce sujet des dents, de l'allaitement, etc., sans forcément aller vous mettre à nu sur vos choix ou vous sentir à vouloir convaincre. Vous avez juste informé et vous avez échangé et surtout offert un espace à l'autre pour qu'il puisse vous dire qu'est-ce qui l'intrigue. Une autre information, ça pourrait être lui dire, est-ce que vous saviez que le lait maternel remplit 100% des besoins d'un enfant jusqu'à ses 1 an, et puis 50% de ses besoins nutritionnels et de développement jusqu'à la fin de son allaitement en fait. Ce pourcentage va diminuer, mais dans la 2e année, on est encore à 50%, donc ce qui est énorme quand même. C'est pas rien. Ça, c'est sûr. Et ce qui est bien, c'est qu'en réagissant comme ça, tu rentres dans une conversation, une discussion, un échange. Exactement. Et pas dans le conflit. Ouais. Comme tu disais, l'objectif premier, c'est pas de convaincre l'autre, mais c'est de dire, moi je fais comme ça, pour telle raison, j'ai telles informations à ma disposition, et voilà ce que je décide d'en faire. Exactement. Et puis alors, tu le disais très bien, Roxane, une autre réponse, c'est l'humour. Oui, l'humour, ça peut être génial parce que parfois on n'a pas forcément envie justement de donner de l'info. C'est juste peut-être pas le moment, on n'a pas le temps ou on n'a pas envie on trouve ça fatigant. Et donc simplement de répondre avec une touche humoristique, ça marche très souvent. Ça détend l'atmosphère, surtout si nous au début on a été piqués, on est mis en colère. En fait, d'apprendre à répondre avec l'humour. Donc ça peut être, donc là si c'est toujours cette remarque sur l'allaitement, tu allaites encore ton enfant d'1 an et demi, ça peut être oui, de toute façon moi j'ai pas prévu d'arrêter, je trouve ça génial d'allaiter son enfant, et là on peut sortir quelque chose de complètement délirant en disant je l'allaiterai jusqu'à ses 15 ans et puis c'est comme ça, et voilà, donc en fait on va dans l'absurde même, ouais. et en fait soit du coup tout le monde se met à rigoler, ou alors peut-être que ça va juste lui clouer le bec, mais au moins on passe à autre chose. Voilà, il y a sans doute des gens qui sont peut-être plus drôles que moi
Et je pense qu'il y a plein de manières de répondre avec l'humour. Mais en fait, en répondant, oui, par l'humour et puis d'aller jouer sur l'absurde ou l'ironie ou voilà, par exemple, si c'est le fait que votre enfant dorme avec vous puis que ça questionne une autre personne, de dire mais moi je compte bien que jusqu'à ses 18 ans il soit à côté de moi, je suis une maman poule. Ouais, bien évidemment que non. Mais voilà, on sait bien que on n'a jamais vu d'adulte de 18 ans dormir encore dans le lit de ses parents. Ou alors de simplement faire référence à ce film Tanguy sur l'autonomie, hein, et de dire mais Tanguy, pour moi ça a été le film de ma vie. Je construis ma vie sur ce modèle-là. C'est l'inspiration, oui, voilà. Oui, d'être vraiment dans l'absurde et voilà. Ça détend l'atmosphère et puis voilà, et ça ramène aussi finalement à rigoler de ces choses-là, parce que c'est fort probable que même s'il y a eu beaucoup de maladresse, l'intention première de la personne, ça existe. Je dis pas que ça existe pas, ça existe, qu'il y en ait que ça soit vraiment dans la méchanceté, dans la critique. Mais pour la plupart des gens, c'est juste une envie de discuter de ce qu'ils observent, de l'intrigue et de la curiosité, qui est maladroite, certes, mais ça reste de la curiosité. Tout à fait. Et il faut aussi se dire que parfois, ça peut les renvoyer à quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Exactement. Et ils peuvent se dire, ah mince, mais moi, je n'ai pas fait ça. Peut-être que j'ai mal fait. Ouais. Et donc, ça peut aussi les toucher à ce niveau-là, quoi. Ouais. Donc, si on répond en rentrant dans la colère et dans la confrontation, on va leur dire, mais toi, tu t'avais n'importe quoi. Et c'est pas le but, quoi, de les juger sur eux, leur expérience. Oui, et c'est fort probable que si vous leur offrez cette possibilité en réadressant la question, qu'est-ce que tu as à dire toi sur ce sujet-là? Eh ben peut-être qu'il y a ça va sortir à un moment donné. Moi j'ai pas pu faire ça pour mes enfants. Alors du coup c'est vrai que je me sens touchée quand je te vois faire ça, parce que ça me fait envie quelque part et je regrette, et là vous avez pu passer à côté d'un bel échange finalement profond qui va créer du lien et nourrir le lien. Et du coup, ça fait la liaison avec le sujet suivant de la comparaison. La comparaison, oui. C'est très difficile en tant que parent de pas comparer nos enfants les uns aux autres quand ils ont encore plus presque le même âge. Voilà, moi c'est permanent quand on va voir des amis et qui ont exactement, ils ont 7 jours d'écart. Je ne peux m'empêcher que de regarder, ok, il fait pas pareil le mien, il est pas encore capable de faire ça, etc. Et de me dire, ok, bon, faut pas que je me culpabilise. Et puis aussi, en fait, finalement, chaque enfant se développe à son rythme. Ça, c'est quelque chose que j'avais appris et qui était très importante, qui m'a suivi à un long moment. C'est que de 0 à 3 ans, les enfants vont aller à leur propre rythme, mais en arrivant à leur âge de 3 ans, ils seront tous à quasiment au même niveau. Et que c'est qu'à partir de 3 ans qu'on peut commencer à parler de problèmes et de retard et compagnie. Donc déjà, sur les 0-3 ans, il y a une réelle invitation à vous lâcher la grappe et à vous adoucir, parce que chaque enfant, c'est comme un popcorn, en fait, un grain de maïs qui fera pop quand c'est son moment. Et donc, il y a pas il y a vraiment pas d'injonction à être arrivé à un certain stade. Voilà, c'est qu'à partir de 3 ans, l'entrée à l'école maternelle, qu'on peut commencer à dire ok, il y a quelque chose ou pas, et encore c'est dans la 3e année qu'on va pouvoir identifier ça. Mais donc la comparaison, oui, c'est quelque chose qui est normal, qui est humaine. Et puis moi je vous invite du coup à aller voir pourquoi ça vous touche. Est-ce qu'il y a des peurs derrière? Moi, je sais que c'est le cas. Il y a des peurs que ça soit pas normal ou qu'il y ait une anomalie, qu'il y ait quelque chose. Et donc, c'est comment je viens apaiser cette peur. Si vraiment je suis inquiète, peut-être que je vais prendre rendez-vous avec un médecin, un spécialiste, quelqu'un qui va pouvoir faire un état des lieux. Souvenez-vous, dans la première émission, on a parlé des réflexes archaïques. Et moi, je sais que mon aîné est très touché par ça. Il y en a pas mal qui viennent le perturber. Quand je le constate et que je vois qu'il y a des écarts de comportement, par exemple, au sujet de l'apprentissage du vélo. À 5 ans, on a toujours les petits trous, et je vois bien que d'autres enfants qui ont le même âge n'ont plus les petits trous depuis bien 2-3 ans. Si c'est pas 3 ans, il y en a, ça fait très longtemps que pour eux c'est acquis, c'est derrière.
voilà, j'ai pris rendez-vous pour faire un bilan. On a une superbe personne à Aix-les-Bains d'ailleurs qui fait ça, Barbara. Et du coup, on a pu mettre en lumière en effet pas mal de petites choses à corriger et plein de mouvements. Et ça a été une super séance d'ailleurs. Donc vous voyez de comment je suis partie de. Ok, je constate que là je compare. Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi et qu'est-ce que j'ai comme ressources pour venir dire si oui ou non il y a quelque chose. C'est vraiment ce cheminement que je vous invite à faire, finalement d'aller à l'intérieur, plutôt que d'être toujours sur l'extérieur, d'aller à l'intérieur de vous et de voir qu'est-ce que ça vient réveiller. Et ensuite, l'heure du bilan. C'est vrai que ça, le bilan, c'est quelque chose d'assez commun, de faire le point. Alors, vous en êtes où? T'en es où sur ta vie professionnelle? Quand est-ce que tu vas reprendre le travail? Vous avez trouvé une nounou ou quoi que ce soit. Bref, plein de sujets qu'on vient questionner au moment des fêtes de fin d'année ou à tout moment d'ailleurs de retrouvailles. Et là, la petite astuce, c'est de faire cet auto-bilan avant. Pour que le moment où cette question arrive, il y a déjà comme une pré-réponse de fait. Et donc, c'est très facile de se faire son auto-bilan. Vous prenez un moment où vous êtes seul avec vous-même et vous commencez juste à dérouler le sujet dans votre tête. Où est-ce que j'en suis avec ça? Et qu'est-ce que j'ai envie de dire sur ça? Voilà, qu'est-ce qui est confortable pour moi à partager sur ce sujet-là? Et qu'est-ce qui est inconfortable? Et puis, si on m'amène dans ce sujet inconfortable, j'ai le droit de dire non, en fait je préfère pas évoquer ce sujet parce que je suis pas au clair encore avec moi-même là-dessus. Donc voilà. Par contre, on peut parler de cet autre sujet. Voilà. Comme on a fait cet auto-bilan, on sait déjà de quoi on peut parler. Oui, et puis ça permet aussi d'avoir les réponses claires, nettes dans sa tête, de se dire aussi, de faire le bilan, de savoir tout ce qu'on a fait et surtout à quel point on peut ressentir de la gratitude et de la fierté sur certains sujets et au contraire d'autres sujets où on va être moins à l'aise parce que on n'est peut-être pas allé aussi loin qu'on aimerait ou alors il y a des zones de flou. Ça permet de simplement faire le point et mettre tout ça au clair. Exactement. Et même d'aller plus loin dans cette fameuse heure du bilan que vous allez vous auto-faire, c'est de valoriser. Plutôt que si vous vous observez d'être en train de dire, ça j'ai pas fait, ça j'ai pas avancé, ça j'ai pas. Ok, qu'est-ce que vous avez? Et de valoriser ça et de vous offrir cette gratitude de, waouh, j'ai réussi à faire ça quand même, c'est pas rien. Donc, voilà, il y a une très belle personne qui m'a rappelé que, d'ailleurs, quand elle me disait, t'as été mère 2 fois. Si c'est pas la plus belle chose que chaque femme va accomplir, ça veut dire que maintenant, on est capable de tout faire. On a été capable de de faire grandir un être humain à l'intérieur de son corps et puis de le mettre au monde. C'est que on est bien capable de faire tout ce qui arrive après, en fait. Il y a rien de plus difficile, à son sens, bien entendu, que de donner la vie 1 fois, 2 fois, 3 fois. Voilà, c'est déjà énorme d'avoir fait ça. C'est vrai que c'est merveilleux et c'est bien de l'avoir en tête. Et en plus, c'est cet outil, cette manière de penser va nous permettre de rebondir si justement quelqu'un vient nous titiller en nous disant « Ah, mais t'as pas encore fait ça, t'avais dit que tu ferais ça, t'es pas allé au bout de cet objectif » et en répondant « Oui, mais regarde, par contre, je suis hyper fière de t'annoncer que j'ai fait telle ou telle chose. » C'est ça, exactement. Et de pointer le positif, en tout cas les réussites et les choses dans lesquelles on est à l'aise et dans lesquelles on a avancé. Exactement. C'est toutes ces choses qui vont vous porter, en fait, à aller encore plus loin en 2024. Pour finir sur ce cadre de Noël où nos enfants ont un comportement complètement différent, il y avait déjà une chose que je voulais vous partager. C'est le docteur Becky Kennedy qui a écrit ces mots. Et je vous invite à les écouter et à voir comment il vous parle. Je me représente le sentiment de sécurité comme une boule de lumière. Lorsqu'un enfant est près de son parent, la boule de lumière l'illumine et lui donne un sentiment de sécurité qui lui permet d'explorer, de jouer et de grandir. Lorsque nos enfants grandissent, nous espérons que la lumière ne les illumine pas seulement en présence de leurs parents, mais qu'elle brille aussi en eux lorsqu'ils sont seuls, qu'elle en envahit le corps de l'enfant et qu'il se l'est approprié. J'ai beaucoup aimé ce texte parce que ça permettait vraiment de remettre aussi une temporalité, que les enfants vont grandir et que
de remettre aussi le curseur et la priorité sur finalement c'est quoi notre objectif vers nos enfants. Pour moi c'est ça. Peut-être que pour vous c'est différent, mais en tout cas pour moi ça me parle vraiment de me dire que oui, j'ai envie que cette lumière, cette joie en fait, cette sécurité les illumine de l'intérieur et qu'ils aient plus besoin de moi en fait pour remplir cette fonction-là. Mais ça permet aussi de parler du fait que les tout petits, les moins de 10 ans, les moins de 7 ans même je dirais plutôt, ils explorent. Et ils sont dans l'expérience permanente. De 0 à 7 ans, ils sont dans l'expérience. Et ils essayent tout. Et se souvenir que ce que fait un enfant n'est pas là pour venir faire exprès, nous manipuler ou quoi que ce soit, mais qu'il est juste en train de faire une expérience parce qu'il découvre tout et que c'est comme un petit scientifique, ça permet des fois d'apaiser et d'accompagner l'expérience plutôt que de réagir, encore une fois, de lui proposer cet espace de découverte et de le guider à faire cette expérience de la façon la plus correcte qui soit pour nous et pour lui. Mais au-delà de ça, ça veut aussi dire finalement que l'enfant de 0 à 7 ans, il est en construction intense et qu'au niveau de ses émotions, il est en incapacité de gérer ses colères et ses frustrations. Comme on l'a dit, la maturité cérébrale, elle est acquise à partir de 25 ans. C'est très très loin. Donc il faut vraiment les considérer comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire ils ont un cerveau qui n'est pas notre cerveau d'adulte et qui est encore immature. La zone qui permet de gérer la colère et la frustration, elle se trouve sur le devant du cerveau et elle va se développer plus les années vont passer. Donc ils sont en acquisition sur plusieurs années de cette capacité à gérer leur colère et leur frustration. Donc une astuce pour accompagner ces débordements émotionnels, quels qu'ils soient, pendant les fêtes de Noël, ça va être pour la première chose, faire preuve de patience et de soutien. Donc pour faire preuve de patience et de soutien, il faut aussi se nourrir soi et être en capacité d'avoir eu du relais, d'avoir pu prendre soin de soi et essayer de rester dans l'amour, de prendre le temps. Voilà, de pas vouloir que ça se résolve en 1 ou 2 secondes, mais de prendre le temps que ça peut prendre 20 minutes ou une demi-heure à se résoudre. Mais que là, vous prenez ce temps. Et l'aider votre enfant à aller connecter à ce qu'il ressent, à nommer cette émotion. Et vous pouvez vous aider du langage des signes qui est vraiment génial pour ça. Et ensuite d'aller connecter, une fois qu'il a réussi à nommer ce qu'il ressent, quelles ressources il a besoin de mettre en place pour aller mieux. Et cette ressource, elle est souvent en lien avec l'amour et c'est souvent un câlin. Et c'est seulement une fois que cette phase-là est passée que vous pouvez venir discuter de peut-être ce qui est venu vous chercher en disant mais ça je suis pas du tout d'accord qu'ils réagissent comme ça. C'est à ce moment-là, une fois que l'émotion elle a été accueillie, qu'elle s'est apaisée et que le système nerveux de votre enfant est revenu à un état normal, qu'on peut maintenant parler de ce qui s'est passé. Et de lui exposer le fameux sermon du parent. C'est à ce moment-là qu'il peut arriver. Et là, votre enfant, il est en capacité d'apprendre de ce qui vient de se produire et d'avancer et d'évoluer. Mais ensuite, pour revenir à ce sentiment de sécurité, c'est parce qu'il existe que pendant 2 semaines peut-être, votre enfant va se permettre d'explorer et que ça va venir vous chercher parce que ça va peut-être être en contradiction avec ce que tout le monde vous dit ou les semaines d'école habituelles ou de garderie où c'est plutôt normal, calme et tranquille. Là, votre enfant va se retrouver dans un environnement où il est en sécurité optimale. Il a ses 2 parents, ses frères et sœurs, ses grands-parents, ses cousins, ses cousines, enfin bref, tout le monde est là. Donc pour lui, il est parfaitement bien et donc il va s'autoriser à explorer plein de nouvelles choses. Et donc, si vous avez ce regard-là de « Ok, mon enfant va faire plein d'expériences », déjà, je peux en parler avec lui. Et puis, je peux accompagner ces expériences plutôt que de rentrer dans la confrontation et le conflit. Et c'est OK si vous rentrez dans la confrontation et le conflit. Accueillez-vous et simplement revenez à vous-même. Et vous pouvez toujours reparler après à votre enfant en lui disant « Écoute, je suis désolée. Tout à l'heure, j'ai surréagi et je me suis mise en colère parce que j'avais pas la possibilité de faire autrement. Mais je vois bien que tu fais que des expériences et j'ai envie de t'accompagner dans ces expériences-là et d'instaurer un dialogue avec votre enfant. Alors, je suis d'accord, on parle sur des enfants qui sont un peu plus grands, à partir de 3 ans, ça commence à venir ces dialogues-là. Mais en tout cas, c'était important pour moi de vous transmettre un petit peu ces astuces-là de connexion à son enfant. Et on avait envie aussi avec Roxane de finir du coup sur la météo intérieure. Un très bel outil qu'on a découvert en formation de doula. Mm-hmm. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur la météo intérieure ?
Oui, alors moi c'est un outil que j'ai découvert pendant la formation de doula. En fait, au début de chaque journée, on se demandait les unes les autres, alors toi c'est quoi ta météo intérieure, c'est-à-dire comment tu te sens en ce moment, qu'est-ce qui se passe en toi, et donc on parle d'émotions, on parle de sentiments, et donc on peut dire bon bah là moi actuellement je me sens joyeuse, j'ai envie de partager cette joie. Exactement. Et on fait référence au soleil, aux nuages qui pleurent, si on est triste, aux nuages avec des éclairs, si on est en colère, ou alors l'arc-en-ciel, si on est plein d'énergie. Et donc là, c'est le compte de Papa Positif qui vous offre cette infographie de ma météo intérieure et des ressources qui vont avec. Donc je vous invite à aller voir sur son site internet papapositif.fr. Vous pouvez la télécharger et vraiment c'est un super outil à investir. Il vous donne en plus toutes les guides et astuces pour le mettre en place avec d'aller plus loin avec ses ressources de ok, comment je peux aller plus loin que juste dire comment je me sens, qu'est-ce que je peux mettre en place pour traverser cette émotion et puis soit la partager, soit moi m'accueillir moi-même. Voilà, on déborde, mais on a tellement de choses à dire sur ces fêtes de fin d'année. On sera ravis de vous retrouver en 2024 sur les ondes de Radio Grand Lac. En 2024, au mois de janvier, on a 2 super ateliers à vous proposer. Roxane, elle fera un super atelier sur poser ses intentions 2024. Ce sera le dimanche 28 janvier de 14h à 18h à Chambéry. C'est en information permanente sur son compte Instagram Roxane Doula ou sur son site internet roxanedoulassavoie.fr. C'est ça. Et moi-même aussi, le jeudi 18 janvier, de 10h à 16h, à Puny-Châtenot, je tiendrai une journée autour de ma vie de rêve en 2024. Dans ces 2 ateliers qu'on va faire l'une et l'autre séparément, on va vous inviter à faire un tableau de visualisation, ce fameux vision board. On vient faire du découpage, du collage. C'est un outil ultra méditatif déjà pour aller chipper un petit peu, chiner les images qui vont nous parler pour ce qu'on se souhaite pour 2024, et puis aller faire cette espèce d'exercice de méditation qui va vous accompagner tout au long de l'année. Voilà, merci encore pour votre écoute sur Radio Grand Lac. C'était Pauline sur Parents Autrement, votre émission sur la parentalité décomplexée. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Radio Grand Lac.